Bonjour tout le monde, ici Sébastien pour un 15e épisode du Seb Show dédié à Occupation Double. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le fond, dans cette vidéo aussi, je vais parler un peu du jeu, de ce qui s'est passé cette semaine, mais je vais surtout parler du vote et de deux questions du public qui m'intéressaient à discuter avec vous pour vous expliquer un peu la mentalité. Je vais embarquer directement dans la semaine parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ça a été beaucoup la confrontation, Joanie Sandrick contre le monde. Ça a toujours été des petites affaires par rapport à Joanie, par rapport à Sandrick, mais globalement, il ne s'est pas passé des affaires explosives ou des choses qu'on peut faire comme « Oh mon Dieu, c'est tellement différent de ce qu'on a connu ». Ils ont essayé de tempérer un peu Joanie par rapport aux activités qu'elle a faites, donc elle a mieux passé un peu cette semaine, je pense. C'est dur à dire, là. Je pense que c'est difficile vraiment de tempérer son comportement parce qu'elle continue à dire des niaiseries, elle continue à faire un peu une folle d'elle là-dedans. Donc, ça a été pas mal une semaine axée là-dessus. Donc, je vais passer ça sous silence. Je vais parler un peu de l'aspect que l'Occupation Double est en train de mettre un peu plus en force sur la stratégie. On a vu beaucoup plus Adamo, Pascal Hugo. On a vu Karim aussi qui a parlé beaucoup plus de la stratégie, de comment gérer la fin du jeu, de ce qu'il voulait faire par rapport à Sandrick, par rapport à Joanie, les éliminer, se débarrasser d'eux autres. Donc ça a été intéressant de voir Pascal Hugo arriver puis prendre le lead un peu plus. On voit qu'il est plus fort à l'heure actuelle. On le voit qu'il y a plus de contrôle sur le jeu, sur les discussions, sur les choses qui se déroulent. Donc, c'est intéressant de le voir dans cette position-là. Il a l'air à bien maîtriser ça, à bien, je ne dirais pas le terme manipuler, mais à bien emmener les éléments du jeu en sa faveur. En gros, ça peut ressembler à ça. Ça a été, au moins, on a eu un peu plus de stratégie, ce qui manque cruellement à Occupation Double en général, là, on s'entend. Donc, cet aspect-là, j'ai aimé ça cette semaine de voir un peu ça se dérouler. Ce qui nous amène au vote. OK? Le vote, logiquement, il faudrait que ça soit Joanie. OK? Selon notre logique actuelle, on se dit, mon Dieu, ça devrait être Joanie. Il y a eu, il y a quelques semaines, le vote du public, à savoir à qui vous allez donner une immunité. C'est un vote payant. Je peux pas concevoir que cette immunité-là aille dans les mains de Sandrick. OK, je peux juste pas le concevoir. Sandrick n'était pas assez populaire, même il y a 3 semaines, pour obtenir cette immunité-là au-dessus de quelqu'un comme Adamo, ou même Pascal Hugo rendu là, ou de Louis-Philippe à la limite. Sandrick était plus détaché de tout ça. Je le voyais pas comme quelqu'un qui pouvait gagner cette immunité-là. Est-ce qu'ils peuvent lui donner pour sauver Joanie? J'espère que non. OK, sincèrement, c'est mon sentiment profond de dire j'espère qu'ils nous rentreront pas ça dans la gorge. Parce que là, à ce moment-là, c'est vraiment de la merde. OK? Quand c'est un vote gratuit sur Internet, quand les gens votent comme ça, random, à la limite, je me dis, regarde, c'est pas grave. À la limite, tout le monde a perdu du temps à voter. Je trouve que ça a son importance pareil. Là. Moi, je suis quelqu'un qui veut que ce soit les bons résultats qui viennent qu'à être divulgués. Mais ça a un peu moins d'importance qu'un vote payant. OK? Parce qu'à ce moment-là, les gens croient tellement aux chances de leur candidat ou de ce qu'ils veulent lui donner qu'ils donnent de l'argent pour le faire. Et moi, pour avoir été sauvé par le public avec ça, pour avoir eu, dans le fond, tout ce que j'ai aujourd'hui à cause du vote du public, à cause que vous avez dépensé de l'argent, je trouverais ça tellement ras que la production utilise cet élément-là qui serait... En mon sens, ça se peut pas que Sandrick elle l'ait eu, ce vote du public-là, mais utilise cet élément-là pour essayer de faire poursuivre Joanie encore une semaine de plus. Le hic, présentement, c'est par rapport aux previews qu'on a vus. OK? Les previews qu'on a vus, c'est Adamo qui tient l'enveloppe dans ses mains, de ce qu'on voit. Pourquoi Adamo tiendrait l'enveloppe? Je veux dire, ça va à l'encontre de
tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant à Occupation Double. Adamo qui dit que l'enveloppe pue, puis il dirait pas ça si Joanie était dans l'enveloppe. Moi ma perception, c'est ça, là. Ma perception, c'est comme, c'est impossible que ce soit Joanie. Premièrement, c'est pas Adamo qui l'annoncerait, ça serait Cendric. Deuxièmement, il bâcherait pas, surtout connaissant Adamo, il bâcherait pas sur Joanie alors que son nom est dans l'enveloppe puis qu'elle calisse son camp. Tu sais, je veux dire, Adamo est pas fait de même. Je veux dire, il serait assez respectueux pour faire comme, OK, ben regarde, à part, on va lui donner un beau départ pareil. Là, tu sais, on s'en débarrasse de toute façon, on la met out. Fait que c'est le preview qui me fait chier. Là. Parce que moi, mon sens, c'est que si Adamo annonce, parce que si on suit la logique depuis le début de la saison, c'est souvent le joueur qui est le plus proche de l'autre qui annonce. Donc, on a vu comme Louis-Philippe qui a annoncé avec Karine. Philippe, ça, c'est une exception, on pourrait dire. Mais ça a toujours été un peu ça, peut-être à part la première semaine et que le monde se connaissait un peu moins. Mais ils ont toujours essayé quand même de garder la personne la plus proche ou potentiellement la plus proche qui pouvait annoncer ça à la personne qui était évincée. Donc, de voir Adamo qui tient l'enveloppe, je peux comme pas faire autrement que de me dire ça va être Noémie. C'est Noémie qui est dans l'enveloppe parce qu'elle a au moins eu une nuit de l'amour avec Adamo. Il l'appréciait. C'était son seul potentiel. Puis si Noémie est dans l'enveloppe, c'est comme what the fuck qui s'est passé? OK? Là, présentement, la seule chose qu'on a en tête, c'est le fait de dire OK, l'immunité peut venir en jeu. J'espère que c'est pas ça. OK? Parce que ça sérieusement, ça me ferait tellement chier que la production utilise un vote payant pour crosser le système. À la limite, mettez une twist dans le jeu. Peu importe quoi, même si c'est à chier, au moins, n'utilisez pas le vote du public. Moi dans ma tête, c'est ça. S'ils mettent une twist pour la sauver, là, ça devient comme exaspérant. OK? De toujours mettre des twists. C'est pas comme un jeu comme Survivor, comme je disais, que c'est des compétitions. À ce moment-là, ça reste quand même qu'il faut que la personne la gagne, sa compétition, pour réussir. Ça, c'est une twist, genre, qui avantage clairement quelqu'un direct en partant. Quel genre de twist que ça pourrait être pour la sauver? Bon, il s'est évoqué, là, comme exemple que j'ai lu cette semaine, de dire que tous les gars sauveraient une personne. Fait que la personne qui est pas sauvée, c'est elle qui se fait éliminer. Et donc, non, nécessairement, ça serait Noémie. C'est logique. C'est une twist qui est pas aussi épaisse que l'autre de la semaine passée, à mon sens. Ça peut très bien... Ça peut mieux passer dans l'œil du public, mais ça reste quand même que c'est une twist de marde. Juste pour sauver une joueuse, alors que tout le monde est contre elle. Fait que de ce côté-là... J'espère qu'ils n'essaieront pas de la sauver avec une twist, sauf que malheureusement, les previews nous indiquent clairement que ça me surprendrait beaucoup que ça soit joigné dans l'enveloppe, fait qu'il va falloir l'endurer une semaine de plus. Il y a des gens qui sont heureux parce que ça fait plus de show. Moi, à mon sens, ça nuit au spectacle. OK? Oui, ça donne du show, mais elle prend tellement d'espace que justement, je pense sincèrement que vous avez quand même des joueurs qui peuvent être de qualité. Je sais pas, peut-être qu'ils ne le sont pas, mais qu'elle prend tellement d'espace qu'on ne peut pas voir les autres parce qu'elle lui jette de l'ombre. Puis elle ne lui jette pas de l'ombre parce que c'est positif ou c'est intelligent. Elle lui jette de l'ombre parce qu'elle est épaisse et elle est folle dans ce qu'elle fait. Sincèrement, j'aime pas ce genre de joueuse-là ou de joueur-là dans une télé-réalité. C'est le genre de joueur nocif. Je veux dire, ça fait le show, mais de façon négative. Parce que comme je vous disais dans le dernier vidéo, ça amène l'autre aspect que la production va dire « Ah, ben c'est ça que le Québec aime, c'est de voir des folles comme ça. Il nous en faut plus. » Et c'est pas ça le message qu'on veut les envoyer, parce qu'on s'entend que même pas 2 semaines, le monde voulait la voir sortir parce que ça avait plus de crise de bon sens. Si on commence à dire « Ouais, mais si elle était pas là, elle ferait pas le show. » À mon sens, il n'y aurait pas de show. À mon sens, c'est la mauvaise mentalité à adopter. Je sais qu'il y a des gens qui vont quand même la défendre à cause qu'elle fait le show. Peut-être que du monde vont voter pour elle. Sincèrement, j'irais vraiment pas dans cette direction-là. Peu importe ce que vous pensez, c'est de valoriser la médiocrité. OK? À un moment donné, il faut que vous preniez votre
ce que j'appellerais un standpoint. Donc, vous mettiez votre marque pour dire, écoute, est-ce que je veux vraiment aller dans ce genre de médiocrité-là? Est-ce que je veux participer à promouvoir cette médiocrité-là? Peu importe le côté spectacle. Je me rappelle, je veux dire, puis il y a eu des événements comme ça que je suis toujours comme surpris. Je prends l'exemple de Magnota. Celui qui avait tranché la tête, en tout cas, bon, un malade. Et les gens allaient voir la vidéo sur YouTube par curiosité, par côté de... Ils voulaient voir ce qui s'était passé. Ils voulaient... je veux dire, en faisant ça, vous participiez à la médiocrité humaine. Vous prouviez le point de Magnota. Moi, je suis jamais allé voir la vidéo. J'ai jamais voulu voir la vidéo parce que pour moi, je ne veux pas participer à ce genre d'abrutisme de société. Je veux pas me réduire intellectuellement à ce niveau de bassesse intellectuelle. Tu sais, je veux dire, je veux pas faire partie de la lie de l'humanité, là. Puis, en adhérant à une joueuse comme Joanie, c'est ce qu'on fait. Parce qu'on incite ce genre de joueur-là à participer à une émission comme ça, parce que ce joueur-là peut potentiellement gagner, même si c'est une personnalité de marde. Même si, tu sais, je veux dire, même s'il y a énormément de problèmes, même si la personne devrait avoir une psychanalyse complète de sa personne, on lui donne quand même un prix. Et ça m'énerve, ça m'écoeure, ça me dégoûte de la société actuelle. Faut arrêter d'avoir cette mentalité-là de toujours promouvoir la médiocrité. Fait que moi, c'est pour ça que jamais je vais demander et jamais je vais appuyer Joanie, jamais que je vais dire qu'il faut qu'elle gagne ou qu'il faut qu'elle se rende loin dans le jeu. Pour moi, même si je suis pourrais après, en mon sens, ça vaut la peine de se débarrasser d'elle. C'est aussi simple que ça. Peu importe le côté chaud, peu importe que le monde soit d'accord ou non avec moi, pour moi, c'est une nuisance. C'est genre, tu sais, t'es tranquille, puis t'as un insecte qui te tourne autour pendant une soirée de temps, ben à un moment donné, t'aimerais ça caler son camp, là. Ben, c'est un peu la même affaire. Fait que ça fait le tour un peu de la twist par rapport à Joanie. Comment ils vont virer ça? J'ai hâte de voir dimanche. J'ai vraiment l'impression que Joanie s'en va pas. Ils vont essayer de la perdurer encore. Je vous l'ai dit, mon feeling cette semaine, par rapport au fait que j'ai l'impression que soit Pascal Hugo ou Adamo va partir avant elle. Je sais pas, j'ai ce feeling de trame d'histoire-là. Peut-être pas, je le souhaite pas. Mais j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui va réussir à la clencher, mais pas les deux. Fait que... tu sais, je veux dire... Je vais continuer à élaborer juste peut-être une minute ou deux en disant, imaginez-vous que Joanie, aussi folle et aussi démente qu'elle peut être, réussisse à faire clencher Pascal Hugo. Un gars qui s'est tenu debout, a été bien correct, a été sain d'esprit depuis le début, montre un bel exemple pareil par rapport à qui il est. Je veux dire, a quand même des belles valeurs, est quand même venu pour gagner, mais entrave pas, puis est conscient de ce qui se passe autour de lui, puis qu'elle, elle sortirait. Est-ce que ça leur aurait valu la peine de la garder? Tu sais, ou Adamo. Adamo qui manque énormément de confiance en lui, fait énormément d'erreurs, mais au moins il est drôle. Je veux dire, Adamo fait quand même le show à sa façon, dans son côté drôle, son côté gêné. Au moins, c'est positif. Mais c'est pas un cave. C'est pas un épais, c'est pas un fou, là. Puis qu'une joueuse comme ça réussirait potentiellement, parce qu'on le sait pas, là, mais potentiellement à sortir un de ces deux gars-là, qui aurait probablement toutes ses chances de gagner à la fin, à cause qu'elle, on la garderait simplement parce qu'elle pète des crises. Tu sais, je veux dire, le monde veut la voir aller loin, mais d'un autre côté, ça peut revirer contre vous autres. Parce que vous ne savez pas à quel point que... Voulez-vous que ce soit vraiment la représentante d'Occupation Double, Bali? Voulez-vous vraiment que ce soit la joueuse qui gagne à la fin? Puis de dire, oh oui, regarde, on l'a choisi parce qu'elle a fait le show, même si elle est folle. Puis combien de personnes vous allez motiver dans ce genre de pattern-là à faire d'autres téléréalités après?
Oui, je veux pas ça. Là. Tu sais, je veux dire, c'est normal que tu pètes des crises dans une télé-réalité. Elle, c'est sa personnalité. C'est pas des crises à cause d'une situation X qui. Tu sais, je veux dire, elle-même. On le voit, c'est de façon constante. C'est ça qui est le problème. Bref, au-delà de ça, on va passer à côté du show en tant que tel. J'ai eu deux sujets qui sont revenus. Le premier, je vais parler de Patrick Mercier, qui m'a posé une question par rapport à l'égalité. Parce qu'il se demandait, dans le fond, comment que les autres télé-réalités fonctionnent dans le monde, qu'est-ce que ça aurait pu... comment il aurait pu faire en sorte que le vote Noémie Joanie, la semaine passée, aurait pu se décider pour choisir un gars, entre autres, à immuniser. Bon. Patrick, c'est une super bonne question par rapport à un vote d'égalité. Ça dépend vraiment des télé-réalités. Habituellement, les télé-réalités s'adaptent par rapport à un vote d'égalité parce que souvent, ils n'ont pas pensé à ça nécessairement au début. Et des fois, la solution qu'ils avaient trouvée dans un vote d'égalité est pas bonne, fait qu'ils s'adaptent. Je vais prendre l'exemple de Survivor aux États-Unis. Survivor, la mentalité au tout début de Survivor, c'était la roche mauve. Le système de la roche mauve, c'était simple, c'était que si une égalité survenait et que l'égalité ne pouvait pas être brisée, que tout le monde continuait à voter indéfiniment le vote qu'il voulait, ben l'animateur faisait piger une pierre mauve. Donc, il y avait un sac avec plein de pierres et la personne qui pigeait la pierre mauve se faisait éliminer instantanément. Le hic qui est arrivé, ça a été, dans le fond, que la première fois que ça a été mis en branle, ce système-là, ça a été à Survivor Marquesas et ça l'a été dans le vote de Nelly, Pascal, Vecepia et Cathy. Donc, vous aviez d'un bord Pascal et Nelly, de l'autre bord Cathy, Vecepia, et aucun de ces quatre-là voulait céder. Et le vote était contre Nelly d'un bord, je pense que c'était contre Cathy de l'autre bord. Et le problème qui est arrivé, ça l'avait fait chier tout le monde. Je pense à ce moment-là, c'est quand le vote est survenu de piger la roche, c'est Pascal qui l'a pigé. Un homme qui avait été extrêmement gentil tout le long du jeu, qui avait protégé Nelly comme si c'était sa fille, parce qu'il disait lui-même que cette candidate-là lui faisait rappeler sa fille. Il l'avait protégée depuis le début du jeu. Lui, c'était un vieux monsieur. Il était extrêmement âgé. Il s'était quand même rendu à la quasiment toute fin. Il n'avait jamais reçu aucun vote contre lui, de mémoire. Et il a pigé la roche de même, puis il se fait éliminer. Ça avait fait chier tout le monde. Moi-même, ça m'avait fait chier. En mon sens, ça aurait dû jouer entre Nelly, Cathy, that's it, à la limite. Mais le fait que Pascal se fasse éliminer, ben, ça avait créé un genre de commotion, de fait comme, hey, c'est pas nice, là. C'est vraiment pas nice parce que le gars, dans le fond, il a quand même très bien joué. Il y a jamais personne qui a voté contre lui. Jamais! Il a été éliminé sans se faire voter une seule fois. Puis ça avait emmené une contestation là-dessus. Après ça, Survivor s'est adapté. Ils ont voulu faire un vote, dans le fond, que si une égalité se produisait, mais les deux personnes qui avaient l'égalité sur eux autres devaient se soumettre à une compétition avec du feu. Donc, il fallait que chacun crée un feu pour faire en sorte de... là, je vous explique ça en gros, là, mais de faire fendre un fil de tissu, puis le faire couper à cause de l'intensité de la flamme. Donc, la première personne qui faisait en sorte que le feu était assez haut pour faire couper le fil restait, la personne qui avait perdu se faisait éliminer. Donc, au moins, ça, il y avait un côté plus fair par rapport à ça, de dire, ben écoute, c'est la compétition. Encore là, ça a été quelque chose qui a chié. Parce que il y a eu une saison où ce que les candidates, c'était deux candidates qui ont dû faire le feu. Et évidemment, ben, c'était avec les moyens du bord, normalement. Donc là, au début, ça a été de créer avec, je pense que c'était des roches, d'essayer de partir un feu avec des roches. Ça marchait pas. Ils ont attendu des heures pour que ça parte. Ça marchait toujours pas. Là, ils ont donné du stock un peu pour que le feu, qu'ils essayent de faire starter le feu. Ça a toujours pas marché. Finalement, l'animateur leur a juste donné des allumettes. Puis ça a eu l'air fou plus que d'autres choses. Là, ils ont ramené un système avec des roches, mais ils essayent vraiment de favoriser que l'égalité ne survienne pas. Fait que, en tout cas,
C'est touché. Survivor a eu beaucoup de misère avec le vote d'égalité. Généralement, les gens ne veulent pas aller dans ce pattern-là. Les joueurs ne veulent pas aller dans ce pattern-là, mais c'est une façon de faire. À Big Brother, l'égalité, c'est qu'en fait, il y a toujours comme un patron. Dans le loft, c'est un patron. Eux autres, c'est le head of household, donc le maître de maison, on pourrait dire, la tête de la maison, qui lui nomine les joueurs. Lui, il n'a pas le droit de vote. Jamais. Sauf s'il y a égalité. Donc lui, s'il y a égalité, c'est lui qui prend la décision de sortir un joueur plus qu'un autre. Mais sinon, il ne vote pas. Donc, c'est un peu comme la Chambre des représentants aux États-Unis. C'est le même principe. Donc, le chef en avant n'a jamais le droit de voter, à moins qu'il y ait une égalité. C'est le même principe. Comment ça aurait pu être appliqué à OD? Je pense qu'OD n'aurait pas appliqué ce système-là. Probablement que si Noémie avait tenu son bout pendant plus longtemps, je pense simplement que la production aurait dit, bon, ben écoutez, on protège pas personne. Est-ce que ça aurait été avantageux pour eux autres? Non. Est-ce qu'ils auraient voulu décider ça autrement? Peut-être. Là, à ce moment-là, on peut penser au système de la roche de Survivor, c'est-à-dire un système au hasard de dire, OK, regardez, on va tirer ça à pile ou face. Elle veut garder Cendric, elle veut garder peu importe quel autre. On tire pile ou face. Boum. Là, à ce moment-là, la production se met dans une position, ben, regarde, on a tout essayé, puis on a une chance sur 2 de réussir à sauver Cendric. C'est un pourcentage qui se joue. À 50%, ça se joue. Fait que je pense qu'il aurait peut-être été dans cette optique-là, mais c'est beaucoup mieux d'aller sur 50% de chance de voir Cendric partir que d'aller dans 100% de chance de le voir rester. Fait que c'est ça le problème de Noémie, c'est qu'elle n'a pas essayé, elle n'a pas poussé pendant des heures, puis de dire, non, regarde, moi je reste sur mon standing, je m'en fous de la folle à Joanie qui a collé son camp. Parce que veux pas, c'est ça aussi. C'est l'aspect stratégique en arrière, puis je comprends pas cet aspect-là. Moi, j'aurais tenu mon bout. À tour de bras, tu te dis, Chris, si Joanie a part avec Cendric, là, c'est 2 joueurs de moins. Tu viens de clencher 2 joueurs one shot. Fait que stratégiquement, c'est crissement bon de tenir ton bout. À la limite, c'est quoi? Tu te fais manger de la merde parce que finalement, il tire la pile ou face puis elle perd. Mais au moins, elle aurait pu dire, écoute, j'ai essayé, là. Tu peux pas dire que j'ai pas essayé de la sortir puis de sortir Cendric, là. J'ai tout fait, c'est la prod qui a décidé avec un pile ou face. Mais j'ai tenu tête à Joanie tout le long. Au moins, le Québec aurait eu du respect beaucoup plus pour Noémie. Les autres filles auraient eu beaucoup de respect. Les autres gars auraient eu beaucoup de respect pour elle. Peut-être qu'elle serait même mise dans une situation où les autres gars auraient comme fait « Hey Chris, elle a tenu tête à Joanie. On va lui donner des voyages ou on va lui donner des activités. » ou tu sais, quelque chose de plus qui aurait pu l'aider dans le jeu. Mais elle a décidé de s'écraser. C'est pour ça que cette semaine, par rapport au vote qui risque de se dérouler, ben c'est sûr c'est Joanie ou Noémie. Noémie a fait un move épais de ne pas tenir tête à Joanie. Ça, c'est clair, net et précis. Elle aurait dû. Je comprends que c'est peut-être pas dans sa personnalité, mais elle avait absolument rien à gagner à céder à Joanie. Rien, niet, nada. Elle avait rien à gagner. Fait qu'elle a préféré rien gagner que de risquer. Fait que c'est triste là-dedans. La deuxième chose que je voulais vous parler par rapport au concept de jeu, c'est des questions qui me reviennent souvent, que les gens me parlent beaucoup en privé. J'ai répondu à plusieurs d'entre vous en privé, mais je voulais quand même en parler, vu que j'ai encore un peu de temps, quoique je suis rendu à 23 minutes, là. C'est le fait du casting. Il y a beaucoup de gens qui disent « Crime, il faudrait avoir un casting plus différent, bon, des joueurs de 30-35 ans. » J'en ai parlé un peu dans d'autres vidéos ou sur le stream aussi, j'en ai discuté à un moment donné. Le casting d'une télé-réalité, c'est extrêmement difficile à faire. OK? Premièrement, il n'y a pas tant de monde que ça qui envoie le candidature. La deuxième des choses, c'est qu'il y a des tranches d'âge qui ne se présentent pas à ces candidatures-là. Excusez-moi. Parce que beaucoup de gens disent « Crime, pourquoi vous ne prenez pas des gens plus adultes, plus matures, à 30, 35, 40 ans, des gens qui savent où est-ce qu'ils vont dans la vie, peut-être. » Parce que le monde de 30, 35, 40 ans, là, ils n'ont aucun intérêt à aller là. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, que malheureusement, quand tu es rendu à 35 ans, mettons, souvent, tu as déjà ta famille. Des fois, tu as tes kids, tu as tes enfants, tu as ta blonde. Des fois, tu es séparé, mais tu as quand même des enfants en arrière de ça. Souvent, tu n'es plus juste en appart. Tu as une maison, tu as des obligations de vie. Tu as une job stable. Tu as bâti pour avoir une job stable, tu as bâti pour avoir une vie qui ne prenait pas en considération que tu allais aller à Occupation Double Bali, mettons.
Et là, tu te dis, écoute, il faut que je quitte tout ça pour peut-être 2 mois et demi, peut-être 3 mois, quitter ses enfants, quitter sa job pendant 3 mois. Écoute, il y a plein d'employeurs qui vont te sacrer dehors. Tes enfants, ça va tellement mal passer aux yeux du public. Tu sais, je veux dire, moi, je m'en vais à Bali, je m'en vais faire des voyages. Mes enfants, ils sont restés à la maison. Ça passera pas, là. Je veux dire, le monde vont pas triper, puis ils donneront pas le prix à la fin, là. Fait que c'est extrêmement difficile dans des tranches d'âge différentes. Fait que vous allez avoir le même problème, exemple, avec des universitaires, même à fin vingtaine, milieu vingtaine, des gens qui sont à l'université, ils vont-ils sacrifier leurs études pour partir à Occupation Double Bali? Il y en a certains que oui, la majorité non. Fait que vous éliminez énormément un gros pan de population qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas l'intérêt d'y aller, que ça demande trop d'implication. Alors, avec quoi vous vous retrouvez? Vous vous retrouvez avec des cas d'exception ou vous vous retrouvez avec des tranches d'âge de 20, 28 ans à peu près, des gens qui soit sortent des études, peuvent prendre une année sabbatique, soit sont des barman, barmaids, soit sont des gens qui vivent encore leur vie de célibat, appartement, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de, je veux dire, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de chum, puis qui sont libres de faire ce qu'ils veulent. Que le pire qu'ils peuvent avoir, c'est de payer leurs appartements tous les mois, puis that's it, c'est leurs seules obligations de vie. C'est souvent ça. Oui, vous allez avoir des exceptions et c'était là, mais c'est rare. Dans un casting, c'est extrêmement rare. Donc là, vous ayez des gens qui sont célibataires, qui ont ce genre de profil-là, qui soient des exceptions. Fait que c'est pour ça que, généralement, la production ne va pas dans ce sens-là, parce que de faire un cast, de prendre juste des joueurs, d'exemple, de 30 à 40 ans, là, ça serait un véritable enfer. Pour la production, ça serait vraiment un casse-tête terrible. Si tu élimines toute la tranche d'âge de 20 à 30, là, 30, tu vas avoir à peu près 3-4 joueurs, peut-être intéressants, qui vont même peut-être mettre leur candidature. Tu n'auras pas tant de monde que ça, là. Puis là, à ce moment-là, justement, il faut que tu juges, OK, ils sont-ils assez intéressants? Puis est-ce qu'ils vont fitter avec les autres classes d'âge? Parce que là, tu arrives, puis si tu as un joueur super intéressant, 34 ans, mais la seule chose que tu as été capable de recruter en arrière, c'est des filles de 22. Ben, dans un show comme Occupation Double, tu as des grosses chances que le gars de 34 se fasse clencher assez vite. Fait que c'est pour ça que c'est dur de faire un casting qui se tient. Et je peux pas blâmer tout le temps, parce que je parle du casting des fois, que le casting a été mal fait. Je peux pas blâmer tout le temps la production par rapport à ça, parce que c'est un casse-tête, c'est de jouer au Tetris avec un casting. Je l'ai vécu un peu. C'est pas évident. En plus, les joueurs peuvent à la dernière minute dire non. Des fois, il faut que tu te rabattes sur des deuxième, troisième choix parce que crime, tu viens de perdre un joueur qui fait comme dans une minute, oh non, je me suis fait une blonde, oh non, finalement, je veux plus partir, ma famille est contre ça. Moi, je me rappelle dans Big Brother, c'est arrivé, un candidat que finalement, ses proches l'ont convaincu à la dernière minute, genre à une semaine ou deux avant Big Brother, un candidat qui avait l'air de vouloir faire le show, là. Mais il a décidé de partir. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben, tu prends un deuxième choix. T'es obligé de prendre un deuxième choix qui est prêt à partir genre sur le fly à une semaine d'avis. Là. Fait que des fois, c'est pas toujours évident. Fait que tu y vas avec ce que t'es capable de faire. Puis, fait que c'est pour ça que des fois, il faut pas être trop dur par rapport au casting, mais je voulais quand même le préciser. Même si j'en parle des fois, même si je critique des fois, je tiens quand même à donner cette marge de manœuvre-là par rapport au casting. Donc, moi, je pense que ça fait le tour. Dimanche, Noémie va partir, fort probablement. Sinon, je vais être surpris. J'espère être surpris, mais tout s'enligne vers Noémie. Donc, prenez soin de vous autres, passez une bonne journée, bonne fin de semaine, puis on se revoit probablement dimanche soir si vous écoutez le stream, ou lundi si vous suivez mes vidéos sur YouTube. Bye bye!